Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment rayonner au solstice d'été grâce aux fleurs solaires. Alors rayonner, ça veut dire rayonner de l'extérieur, bien entendu, de l'extérieur, et je parlerai en particulier de la peau, de l'aspect brillant, éclatant d'une peau en bonne santé, donc on peut dire la beauté extérieure si on veut, mais aussi rayonner de l'intérieur, c'est-à-dire à la fois sur un plan physique, le rayonnement intérieur, ça va être la santé, en particulier sur le sujet d'aujourd'hui de nos muqueuses, et le rayonnement intérieur, ça va être aussi sur un plan, on va dire, psycho-spirituel, de cette petite flamme intérieure qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui va se propager vers l'extérieur sous forme d'aura, de ce qu'on va dégager, et qui sera garante d'un bon moral, d'un esprit brillant et joyeux. Alors, pour ce faire, pour illustrer justement la période du solstice, pour illustrer ce rayonnement intérieur-extérieur, je voulais faire appel aux fleurs du solstice, aux fleurs dites solaires. Les fleurs solaires, ce sont des fleurs qui ont une affinité particulière pour le soleil et pour un fleurissement au moment, en cette période-ci, c'est-à-dire le mois de juin, au moment souvent autour du solstice d'été. Donc on va voir lesquelles se prêtent à ce jeu-là, lesquelles ont ces qualités solaires et ces qualités de fleurir à ce moment opportun. Je vais vous présenter donc 3 fleurs et des remèdes qui pourront faire rayonner l'intérieur comme l'extérieur. Alors l'été, c'est vraiment un point de culmination, un point de zénith, où le soleil a pris largement le dessus sur la lune, sur l'obscurité. On est vraiment dans le plein rayonnement, la lumière elle est à son apogée, et dans la nature, on va retrouver l'abondance, l'opulence, la croissance va être à son paroxysme, la croissance mais aussi la pollinisation, c'est-à-dire les échanges entre fleurs, la reproduction. Et donc ça va augurer une force végétale qui se traduit par de la robustesse, de la stabilité, mais aussi une forme de maturité. Et donc pour nous, êtres humains, animaux, d'ailleurs on pourrait dire que ça amène aussi la force animale, ça va inspirer en nous d'une part une ouverture de l'esprit et du corps vers l'extérieur, vers les autres, en particulier le fait qu'il fasse plus chaud, le fait qu'il y ait plus de lumière, on va naturellement vouloir aller vers les autres, vers l'extérieur, plus qu'en hiver en tout cas. Et de ce fait, être plus dans les échanges, dans les rencontres, dans le développement d'amour, et aussi le fait qu'il y ait cette sécurité, abondance naturelle va nous amener plus de joie, plus de sentiments de sécurité, plus de joie, plus d'amour. Et donc on pourra aborder les choses avec plus de confiance et d'optimisme. Donc c'est vraiment le temps, en général l'été, où on a le plus envie de concrétiser ces projets, vraiment d'aller vers les objectifs qu'on aurait fixés au préalable à l'émergence de l'énergie pétillante au printemps. Et c'est vraiment un temps de passage à l'action, où on va venir enfanter, faire fructifier tout ce qu'on aurait pu planifier au préalable. Alors dans les traditions ancestrales, on va retrouver bien sûr la tradition celte qui fait écho avec le solstice sous l'appellation de l'Ita. Donc l'Ita, c'est la célébration du solstice en tradition celte. En général, ça se déroulait autour de la Sainte John. Et la Sainte John, c'est à peu près autour du 23-24 juin, si je ne me trompe pas. Ça fait écho aussi avec la tradition chrétienne qui est notre tradition, ici en France en tout cas, la plus répandue, de la fête de la Saint-Jean qu'on célèbre au solstice d'été le 21 juin. Et dans ces deux fêtes, il y avait des pratiques qui sont tout à fait similaires puisqu'elles s'inspirent les unes des autres, c'est-à-dire qu'on utilisait des feux de joie. Donc on prenait l'élément du feu qui faisait écho à ce feu solaire dans le ciel qui était à son paroxysme au solstice. Et ces feux de joie étaient créés et on pouvait sauter par-dessus le feu, d'ailleurs on le fait toujours, ou bien brûler des objets anciens, des objets dont on n'a plus l'utilité dans ce feu,
ou brûler certaines plantes du solstice, comme on le verra le millepertuis, dans ce même feu. Donc des plantes protectrices, des objets dont on n'a plus l'utilité, pour faire une espèce de nettoyage par le feu, nettoyage de tout ce qui est ancien, de ce dont on n'a plus besoin, se purifier en quelque sorte. Et on retrouve aussi dans la tradition chinoise ancestrale l'été comme étant la période du feu. C'est vraiment l'élément du feu qui prédomine. Et aussi la période de l'émotion du cœur, donc on revient à cette notion d'amour. Également, une période où justement, quand on a des attachements émotionnels trop forts et que le cœur peut peut-être souffrir de choses auxquelles on pourrait s'attacher, trop vite, trop fort, eh bien, c'est aussi la période du lâcher-prise, de laisser partir. Voilà. Donc, c'est la période d'un côté de remplir son cœur d'amour, de joie, on retrouve toutes ces qualités-là, et à la fois de laisser partir tout ce qui ne met pas en joie et tout ce qui met plutôt en berne. Alors, je vais vous présenter 3 fleurs solaires, 3 remèdes qui vont se décliner tous les 3 sous forme de macérat huileux, d'huile qu'on pourra transformer aussi en baume à partir de ces fleurs solaires et qui vont nous permettre de rayonner de l'extérieur. Je parlerai un petit peu du rayonnement intérieur avec d'autres formes galéniques sans trop m'y attarder en termes de recettes. Mais pour les recettes, vous allez avoir les macérats huileux de 3 fleurs solaires. Alors, la première fleur solaire, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante que j'ai en adoration, c'est une de mes plantes fétiches. C'est une plante sublime dont la fleur est jaune doré, jaune très très lumineux, on la voit de très loin, et qui a la particularité de fleurir au point culminant du soleil, c'est-à-dire vraiment vraiment autour de la Saint-Jean, autour du solstice d'été. Alors ça dépendra des latitudes bien évidemment, mais la plupart du temps on ne la retrouve pas en fleurs beaucoup avant, sauf peut-être avec le réchauffement climatique. Et elle a cette particularité d'avoir toujours été traditionnellement cueillie autour de la Saint-Jean, en tout cas. Elle fait partie des rituels de la Saint-Jean. On la cueillait, on la suspendait aux portes, aux fenêtres, on la faisait brûler dans les feux de joie, on l'utilisait comme fleur de protection contre les esprits malveillants, les mauvais sorts, etc., etc. Et elle avait ce symbole d'abondance. Donc, c'est une fleur déjà qui a énormément de folklore et donc qui va aussi énormément de propriétés. Donc ces propriétés, alors tout d'abord très rapidement en interne, par voie interne, ça sera sous forme d'alcoolature, je ne vais pas m'attarder sur le remède, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le soleil intérieur, la lumière intérieure. C'est le remède de la déprime ou de la baisse de morale. Attention, on a tendance aujourd'hui à absolument trop généraliser et dire le millepertuis c'est la plante de la dépression. C'est absolument pas le cas. C'est surtout une forme d'aide quand on est en dépression suite à un manque de luminosité, à l'automne, au changement d'heure, au solstice, à l'équinoxe. Autour de l'équinoxe d'automne et au solstice d'hiver, quand on est vraiment en manque de lumière, en manque de cette joie intérieure et que le moral est affecté par le manque de lumière, c'est vers le millepertuis que vous pouvez vous tourner et qu'elle est très très puissante. Moi je l'utilise vraiment comme une plante fétiche, je n'ai besoin de très très peu de gouttes et je lui demande d'apporter sa lumière extérieure qu'elle aura captée par le soleil au solstice d'été pour s'unir avec ma lumière intérieure à moi et ça marche à tous les coups. Mais pour d'autres formes de déprime ou de dépression ou de baisse de morale, elle est peut-être pas tout à fait adaptée. Donc je ne veux pas universaliser, il faut vraiment aller creuser et trouver comme toujours la cause de la cause de la cause. C'est une plante qui en interne, donc prise sous forme de gouttes d'alcoolature avec un petit peu d'eau, va agir vraiment puissamment sur le foie aussi, c'est moins connu. Et en même temps, on le sait parce qu'on sait que c'est une plante qui agit avec beaucoup de médicaments, autant en les potentialisant qu'en réduisant leur efficacité. Donc, gare si vous prenez des médicaments, c'est une plante qui ne va pas forcément faire bon ménage avec eux. Et puis, sa particularité aussi en interne, c'est d'être antalgique. Donc elle a vraiment, ça c'est plus de la tradition, de l'usage traditionnel, c'est d'utiliser cette plante comme antalgique, en interne comme en externe d'ailleurs. Donc elle apaiserait les douleurs nerveuses.
Et ce qui m'amène donc à parler de ses vertus en externe. En externe, c'est vraiment une plante qu'on va utiliser sous forme de macérat huileux, voire de baume si on rajoute un petit peu de cire d'abeille. Et donc, ses particularités, ça va être d'être antalgique sur les trajets de nerfs. Donc, quand on a des douleurs qui courent le long d'un trajet de nerfs, c'est vraiment un usage traditionnel renommé. En tout cas, qui était renommé avant, qui n'est pas forcément très connu ou utilisé aujourd'hui. Donc, si vous avez des douleurs nerveuses ou musculaires, ça peut être intéressant d'utiliser l'huile végétale de millepertuis ou macérat huileux pour additionner peut-être de quelques huiles essentielles antalgiques ou anti-inflammatoires pour venir apaiser des douleurs. C'est aussi une plante en externe qui va avoir des vertus anti-inflammatoires sur la peau. Donc non seulement elle est antalgique, mais en tout cas, on ne va pas dire qu'elle est anti-inflammatoire parce que ce serait dire qu'elle agit comme un produit synthétique. Disons qu'elle baisse, elle module l'inflammation. Donc tout ce qui est brûlure, coup de soleil, petite coupe rose ou toute irritation de la peau, en externe, elle va admirablement cicatriser, enfin en tout cas baisser l'inflammation. Et sa troisième vertu, ça va être de cicatriser. Donc elle est vraiment tout indiquée pour les soucis de peau. Et attention en revanche de ne pas en mettre si vous vous exposez au soleil, puisque sa particularité, c'est d'être photosensibilisante. Donc, c'est une huile qu'on va réserver, par exemple, pour le soir, et en prenant bien soin de prendre la douche le lendemain matin, ou alors qu'on réservera plutôt pour l'automne et l'hiver, quand on sait qu'on va moins s'exposer au soleil. N'allez pas faire un bain de soleil après, ça pourrait créer des irritations, des taches ou autres. Dans sa signature, dans son aspect visuel, en dehors du fait qu'elle est solaire, dorée, qu'elle fleurit dans des endroits chauds, qu'elle fleurit au moment de l'apogée du soleil au solstice, elle a, donc tout ça c'est évocateur de joie, de lumière intérieure, de joie intérieure et extérieure, elle a sur ses feuilles ce qui ressemble à des petites perforations. Ce ne sont pas des perforations, ce ne sont pas des trous, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Hypericum perforatum, comme si elle était perforée de 1000 trous, 1000 feuilles. Et ces petites perforations, en termes de signature, de théorie des signatures, ça nous rappelle les petites perforations sur la peau. Ça peut rappeler les pores de la peau, dire que c'est une plante qui est bonne pour la peau, pour cicatriser justement, et en particulier s'occuper de plaies ou de petites perforations profondes, étroites qu'on pourrait avoir sur la peau. Donc c'est le petit clin d'œil par rapport à la signature. Un autre clin d'œil, ça va être le fait que ces boutons sont rouges. Quand on les écrase, les boutons floraux deviennent rouge sang. Donc si vous avez cette couleur rouge, vous êtes sur la bonne plante. Et ces boutons rouge sang nous rappellent la signature rouge dans la nature, c'est vraiment tout ce qui a trait au saignement ou aux plaies, ou aux irritations, aux rougeurs. Et de la même façon, on va trouver dans son huile une couleur très rouge qui va ressortir puisque, on l'appelle d'ailleurs l'huile rouge, ce pigment va se retrouver dans l'huile, dans tous les produits à base de millepertuis. La dernière signature, ça va être que c'est une fleur qui est jaune avec beaucoup d'étamines au centre, comme des faisceaux dirigés dans une même direction. Et ces faisceaux, qui sont presque iridescents, nous rappellent comme des faisceaux de nerfs. Et donc ça, c'est la signature pour le fait qu'elle soit antalgique, calmante, apaisante des douleurs nerveuses. Alors pour le remède, ce remède qui fait rayonner de l'extérieur. Alors celui qui fait rayonner de l'intérieur, ça va être l'alcoolature. Vous faites macérer la plante dans de l'alcool. Je vous laisserai regarder la recette par rapport à ça. Celui qui fait rayonner de l'extérieur et qui prend soin de notre peau, ça va être le macérat huileux. Donc pour le millepertuis, la méthode est traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va aller cueillir le millepertuis lorsqu'il y a beaucoup de boutons floraux et quelques fleurs ouvertes. Et vous allez le cueillir en général autour du solstice, mais ça dépendra de votre latitude. Et vous allez le cueillir et le laisser sécher quelques heures seulement. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui perd ses propriétés lorsqu'on la fait sécher trop longtemps. Donc entre une demi-journée à une journée, entre 5 à 10 heures, c'est parfait. Après quoi, vous allez mettre votre plante dans un pot, un petit pot que vous aurez au préalable désinfecté. Et vous allez remplir d'huile d'olive. L'huile d'olive parce qu'elle est très stable et elle permet une bonne extraction.
elle est stable à la chaleur. Après quoi, vous allez recouvrir avec une petite mousseline votre peau et un élastique par-dessus. Ça permettra à l'eau de la plante qui invariablement va rester un petit peu dans la plante qui aura juste à peine séché, de s'évaporer et que votre huile ne devienne pas rance, parce qu'on sait que l'eau et l'huile ne font pas bon ménage. Et puis ensuite, vous allez couvrir avec un papier craft et positionner votre petit flacon au soleil, 40 jours, 40 nuits, ou à minima 4 semaines, on dira, en tout cas traditionnellement ça se faisait comme ça, mais toujours avec un papier craft par-dessus pour ne pas que les rayons de soleil ne viennent abîmer, oxyder votre huile. Et au-delà des 4 semaines ou des 40 jours, 40 nuits, quand elle aura bien chauffé par l'action de la chaleur, la plante aura donné toute sa lumière, toute sa médecine, tous ses agents actifs à l'huile et vous pourrez la filtrer, bien presser et la mettre dans un petit flacon opaque que vous garderez à l'abri de la lumière et de la chaleur. Voilà, encore une fois, je vous disais, les contre-indications et les précautions, c'est pas de vous exposer au soleil après vous en êtes badigeonné, et puis d'éviter de la prendre en interne si vous prenez, donc par alcoolature, si vous prenez des médicaments de tout ordre, parce qu'elle a un impact sur le foie qui n'est pas négligeable. Alors ensuite, on a le calendula. Le calendula ou le souci officinal ou le souci des jardins qu'on retrouve autant en cultivé que dans les champs, le souci des champs. Alors c'est une fleur qui est solaire, qui est jaune, qui est orangée, qui adore les milieux où il fait très chaud et qui suit le soleil. De son nom latin, elle s'appelle Solsekia et ça veut dire, Solsekia, ça a inspiré son nom et c'est suivre le soleil, ce qui veut dire qu'elle s'ouvre en période d'ensoleillement et elle se ferme quand le soleil se retire la nuit. C'est une fleur, donc là j'en ai pas sous la main, mais je vous ai récupéré des urospermums qui ressemblent. C'est une fleur dont ce sont plusieurs fleurs en capitule. Donc on a des fleurs ligulées qui ressemblent à des pétales, et puis au centre on a des fleurs tubulées qui sont sous petite forme de tubules. Et ce sont des fleurs qui se présentent en rayons, c'est-à-dire comme un soleil, ça va rayonner et nous donner cette signature de la joie, de la bonne humeur, du rayonnement intérieur comme du rayonnement extérieur. On l'utilise en externe sous forme de macérat huileux ou de baume avec de la cire d'abeille comme le millepertuis, et elle a 3 vertus principales. La première, c'est face à une plaie, on peut désinfecter avec le calendula. Elle est hautement antiseptique, autant pour les bactéries que pour les champignons, donc super utile. En revanche, là, peut-être on n'utilisera pas le baume ou le macérat parce que c'est trop huileux sur une plaie, on va dire, qui serait suintante, si c'est suintant. On va utiliser plutôt l'alcoolature, donc elle peut tout à fait se faire tremper dans l'alcool, macérer dans l'alcool sur le long cours. Si vous avez une alcoolature de calendula sous la main, en externe, vous pouvez la diluer. En général, on dit 1 part d'alcoolature pour 3 parts d'eau. Vous la diluez dans de l'eau et vous pouvez l'appliquer sur une plaie qui serait un petit peu suintante. Et donc là, on va être plus dans quelque chose d'aqueux et d'alcoolisé qui va bien aseptiser autant les bactéries que les champignons. Donc très utile si vous partez en camping ou que sais-je dans votre trousse de secours. Le baume ou le macérat huileux, on va le réserver sur des plaies qui seraient peut-être séchées. Et ça nous amène aux 2 autres vertus de cette plante qui sont d'une part l'inflammation, c'est-à-dire de baisser l'inflammation, tout comme le millepertuis quand il y a de l'irritation, une plaie qui est rouge, qui est vraiment désagréable et qui a besoin d'être réduite en inflammation. Et puis la 3e vertu, ça va être la vertu cicatrisante. Elle est hautement cicatrisante. À ce propos, on peut aussi utiliser en interne sous forme de gouttes, donc d'alcoolature, la même qu'on avait utilisée pour aseptiser.
Et ces trois mêmes propriétés vont se retrouver en interne. Donc pour tout ce qui est non plus la peau, mais les muqueuses, en particulier les muqueuses digestives, buccales, stomacales, intestinales. Quand il y a par exemple des petites plaies, voilà, on revient aux plaies comme des ulcérations, ulcères gastro-duodénales, ou quand il y a par exemple de l'inflammation, on revient à cette propriété de modulation de l'inflammation. Par exemple, inflammation de l'estomac, gastrite, inflammation de la bouche, tout ce qui les aftes, inflammation intestinale comme la colite par exemple. Et troisième vertu, en interne sur les muqueuses, elle est aussi cicatrisante, donc cicatrisante des ulcérations, des inflammations, ou aussi elle est très utile pour la cicatrisation au niveau des jonctions serrées, autrement dit de la porosité intestinale. Voilà. Alors par rapport à son remède, on va procéder un petit peu différemment pour le calendula, parce que quand on va cueillir les fleurs, on va cueillir, donc là ce n'est pas un calendula, mais je vous montre, c'est similaire, on va cueillir vraiment le capitule entier, donc l'ensemble des fleurs, ce qui ressemble à des pétales, et les petites bractées vertes en dessous. Pourquoi on cueille les bractées vertes? Parce qu'elles sont remplies de résine, de terpènes, qui sont emplis de médecine et en particulier ont des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires, enfin tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc ces résines, elles ne s'extraient pas bien à l'huile. Il faut obligatoirement passer par une extraction à l'alcool d'abord. Donc le calendula, contrairement au remède du millepertuis, il a cette particularité de devoir d'abord être trempé, alors pas trempé, mais humecté dans de l'alcool fort, le plus fort que vous puissiez trouver. Alors idéalement de l'alcool à 90-96 degrés, de l'alcool non modifié, mais c'est pas toujours, enfin en tout cas en France ce n'est pas autorisé à la vente, donc on peut uniquement s'en procurer ailleurs, dans d'autres pays. Et l'alcool le plus fort qu'on puisse utiliser ici, qui est autorisé à la vente, ça va être du rhum à 55 degrés. Ça marche, ça ne sera pas aussi optimal que de l'alcool à 90-96, mais ça marche quand même. Donc vous humectez, en fait vous faites sécher, vous cueillez les fleurs quand elles sont complètement ouvertes, contrairement au millepertuis. Vous les faites sécher plusieurs jours parce qu'elles sont denses et donc ça met du temps à sécher. Et une fois que vous êtes absolument certaine qu'elles sont sèches, même au cœur, à l'intérieur, vous les coupez en petits morceaux et vous essayez de les broyer un maximum et puis vous les faites humecter dans la moitié de leur poids en alcool. Et quelques heures comme ça en humectation, je pense. Et ensuite, vous prenez ces fleurs humectées et vous les trempez donc dans l'huile. Donc pareil, on revient à notre petit bocal, on met les fleurs, on recouvre d'huile d'olive, il faut que l'huile couvre parfaitement. On remet notre petite mousseline avec notre élastique, on remet notre petit craft par-dessus, comme je vous le disais pour le millepertuis, et puis on place ça dans la méthode traditionnelle au soleil, 4 semaines minimum, bien à l'abri quand même des rayons avec le papier craft, et au bout de 4 semaines, vous filtrez, vous pressez bien et vous mettez ça dans un flocon teinté. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour tout macérat huileux, on va rajouter, si on le peut, peut-être quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour permettre à l'huile de durer un petit peu plus longtemps, soit de la vitamineuse, soit de l'huile essentielle, et la lavande sera parfaite pour ça. Il y a d'autres méthodes qui sont un petit peu plus rapides. Vous pouvez chercher les recettes si vous le souhaitez. Moi, je vous parle vraiment de la méthode traditionnelle. Les méthodes rapides, ça va passer par le bain-marie ou par le blender. On va chauffer de l'huile au bain-marie ou chauffer par la puissance maximale du blender. Donc, si ça vous intéresse, allez vous renseigner. Macérat huileux par intermédiaire alcoolique avec l'option bain-marie ou blender. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre pour cette plante et elle vous fera rayonner avec splendeur à tout moment de l'année d'ailleurs, pas qu'en été. Alors la troisième fleur solaire, ça va être l'hélicryse. L'hélicryse ou immortelle, hélicryse italienne ou immortelle de Corse. C'est une fleur qui est jaune dorée, donc qui a vraiment le soleil à l'intérieur d'elle et qui adore les milieux chauds. Elle ne pousse
quasiment que dans le bassin méditerranéen. On la retrouve évidemment en abondance en Corse. Il y a plusieurs variétés d'hélicryse. On la trouve beaucoup par chez moi dans le sud de la France, dans les garrigues. Elle adore la chaleur. Et elle a la particularité d'avoir une odeur au-delà de sa couleur. Elle a une odeur d'épices. Donc encore une fois ici, la chaleur dans la plante, dans la fleur. On dit que c'est la plante à curry. Elle embaume et elle peut être utilisée en culinaire dans vos préparations. Son nom, hélicryse, nous vient du grec héli, qui nous vient d'hélios, qui veut dire soleil, donc tout est dit dans le nom, et chrysos, oui, qui veut dire or, donc soleil doré. Je ne peux pas vous dire plus pour une fleur solaire. Et on l'appelle aussi immortelle parce qu'elle a la particularité de ne pas se faner. Elle ne se fane pas et elle ne perd pas son parfum après la cueillette. Donc elle a cette signature de l'immortalité et par rapport à ses vertus qu'on va voir maintenant, ici du fait que la vie peut se perpétuer et se réparer, s'auto-régénérer. Alors du coup, ça fait appel à ses vertus puisque en externe, on l'utilise pour la peau, pour rayonner de l'extérieur. Alors elle est très connue sous forme d'huile essentielle, elle coûte très cher. C'est pas de cela dont je vais vous parler parce qu'on peut déjà faire beaucoup avec l'huile de végétale, c'est-à-dire le macérat huileux, en faisant tremper la plante dans de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'il y aura quand même des huiles essentielles dans la plante. Alors pas concentrées comme dans une huile essentielle, bien évidemment, mais les huiles seront présentes et donc les vertus aussi. Et je trouve que parfois quand on est face à... Alors tout le monde n'a pas la possibilité de distiller déjà d'une part, et quand on est face à par exemple des enfants, ou une femme enceinte, ou allaitante, ou des cas un petit peu fragiles, on peut se tourner vers le macérat, vers la macération huileuse, alors que l'huile essentielle, elle est pas recommandée. Donc, la première chose, c'est que, bon, son huile essentielle est connue pour ça, mais il y aura quand même des vertus dans l'huile végétale, et c'est la plante numéro 1 pour résorber les hématomes, les ecchymoses, les bleus, appelez ça ce que vous voulez, c'est-à-dire quand vous vous faites des petits coups et que ça vient taper et que du sang se déverse du vaisseau et vient former un bleu, ce qu'on appelle un bleu. Donc c'est la plante qui va venir résorber, empêcher la formation de l'hématome, et elle agit aussi parce qu'elle est, je dirais, anticoagulante. Elle a cette vertu des agents, des principes actifs qui empêchent la coagulation du sang, donc on pourrait dire qu'elle peut être fluidifiante sanguine. Moi, personnellement, par expérience, je ne mets jamais l'huile essentielle sur une plaie qui saigne. Parce que, et c'est mon expérience à moi, je trouve que ça n'empêche pas le saignement, tout simplement. Donc, je préfère vraiment utiliser de l'huile essentielle, voire le macérat huileux, sur vraiment le cou qui ne saigne pas. Voilà. On a vu tout à l'heure, le calendula pouvait être très utile, non pas pour le saignement, mais pour le côté aseptisant d'une plaie. Donc, elle a vraiment cet aspect de diffuser, on va dire, le sang pour empêcher qu'il ne se concentre dans une zone en particulier. Et puis, après, elle a les 3 vertus qu'on va retrouver dans le calendula. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est à la fois antiseptique, à la fois anti-inflammatoire, du moins elle module l'inflammation, et à la fois cicatrisante. Et quand je dis antiseptique, aseptisante, ça va être, on peut utiliser le baume, mais tout comme le calendula, je le disais, sur une plaie ouverte, ça peut être intéressant d'utiliser l'hydrolat. L'hydrolat qui a à peine des huiles essentielles dedans, à 1%, et qui est une eau florale en fait, et qui peut être très intéressant pour justement venir nettoyer et au niveau bactérien en tout cas. Alors, le remède lui-même, je ne vais donc pas vous parler ni d'hydrolat ni de l'huile essentielle, mais bien entendu du macérat huileux ou du baume, parce qu'on peut bien sûr transformer tout macérat en baume. On va prendre vraiment les sommités fleuries. Donc on prend, en général, les fleurs sont au bout d'une longue tige. On peut mettre quelques feuilles si on veut, c'est pas exclu. Voilà. Et là, on va la faire sécher. Et en général, on va se tourner donc pour
le macérat huileux, peu importe, je dirais l'espèce. Ça peut être l'espèce Italicum ou Stoecas ou autre. Si vous vouliez vraiment de l'huile essentielle, assurez-vous que c'est bien de l'Italicum, en revanche, puisqu'il y aura toutes les propriétés qui vont avec, qui sont plus concentrées dans cette espèce-là. Et on va, surtout en début de floraison, un petit peu comme le millepertuis tout à l'heure, je vous le disais, aller faire sécher la plante. Et là, vous avez le choix. Soit, comme le millepertuis, vous allez faire une méthode traditionnelle, directement la plante dans le pot, on recouvre d'huile d'olive, on met la mousseline, le papier craft, et on met au soleil et on attend 4 semaines, on presse, on filtre et on met ça dans un petit bocal, idéalement un bocal teinté et à l'abri de la lumière et de la chaleur. Soit, comme le calendula, vous pouvez faire par intermédiaire alcoolique, c'est-à-dire faire broyer la plante en petits morceaux, faire humecter la plante dans la moitié de son poids en alcool. Là, il n'y aura pas besoin d'un alcool aussi fort que pour le calendula parce qu'on est moins dans les résines. Donc un rhum à 55 degrés, ça devrait bien aller. Et après quoi, vous faites macérer pendant 2-3 heures comme ça. Après quoi, vous revenez et vous mettez votre petite plante dans votre huile et rebelote, tout ce que je viens d'expliquer au préalable. Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Je dirais, faites attention sur une plaie qui saigne. Ça, c'est mon expérience personnelle, voilà. C'est pas forcément dit dans les littératures, mais c'est ce que j'ai pu constater sur moi. Donc je le partage. Et comme c'est une plante qui est quand même anticoagulante, on évite, si on prend des anticoagulants sous forme médicamenteuse, ce sera plus prudent. C'est une plante qu'on peut aussi prendre en interne sous forme d'infusion, mais bon, voilà, je vais pas avoir le temps de rentrer dans ces vertus-là, et les usages sont moins connus et moins répandus, on va dire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette longue vidéo sur le solstice d'été et comment rayonner de l'intérieur comme de l'extérieur grâce à 3 fleurs solaires qui portent en elles la lumière du soleil qu'elles auront captée en cette période de l'année, qui portent en elles la joie, qui portent en elles le jaune, qui portent en elles l'esprit brillant et joyeux. Et donc j'espère que vous pourrez trouver du bonheur là-dedans et reconnecter, relier avec la nature par le biais de ces remèdes, recettes et rituels saisonniers. Et je dirais au-delà de saisonniers, qui s'attardent, voilà, j'essaie de vous donner chaque mois un état des lieux de ce qui se passe dans la nature et ce qu'on peut y retrouver. Et comment on peut faire ce lien, ce pont entre végétal et animal que nous sommes, et renouer du lien pour pouvoir vraiment entretenir une relation avec la nature et plus l'aimer davantage, parce qu'on sait que tout ce que l'on aime et tout ce que l'on considère, on va le chérir et le protéger. Donc ça, c'est mon but ultime, comme beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à soutenir la chaîne YouTube, à vous abonner. Et puis, vous pouvez retrouver sur mes sites internet tous mes programmes. Donc, sur mynaturel.fr, vous retrouverez tous mes programmes d'accompagnement individuel en naturopathie pour toutes sortes de... tout ce qui pourrait vous intéresser. En particulier, j'ai une spécialisation dans tout ce qui est fatigue, stress chronique, épuisement, perte de morale, perte de sens. Donc j'ai un accompagnement, des accompagnements qui vont dans ce sens, qui sont un petit peu plus extensifs. Sinon, vous pouvez retrouver sur mythinkific.mynaturel.com. Tous les liens sont sous la vidéo. Sur ce site-là, vous pourrez trouver tous mes programmes, mes packs Qigong au fil des saisons, où je vais mêler des pratiques pour le corps, le souffle, le cœur, l'esprit, au fil du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, dans la tradition chinoise ancestrale, sans oublier l'intersaison bien sûr. Et toujours dans une optique de renouer avec le vivant, avec la nature et avec le cycle des saisons, et de pouvoir prendre soin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Je vous remercie pour toute votre attention et je vous dis à bientôt.